bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, bilan achat numéro 31 sur la chaîne, mois d'octobre 2025, au programme du comics, une Funko Pop, ça fait longtemps. Petit bilan achat vide-grenier, ça fait longtemps aussi, où j'ai trouvé DVD, Blu-ray 4K, non ça c'est du neuf, mais voilà, le programme d'aujourd'hui. Je vais tout de suite commencer avec la Funko Pop du Peacemaker, avec John Cena évidemment, et Iglounet dans les bras de Monsieur Peacemaker. Une série que j'ai vraiment appréciée, plus la première saison que la deuxième. Je pense que la deuxième, attention, James Gunn tombe dans ses travers et ce qui fait ses caractéristiques, mais malheureusement qui ne sont pas assez surprenants, je trouve. Une série qui traîne en longueur lors de la saison 2, alors que la saison 1 était bien plus pertinente, voilà, ça allait de surprise en surprise, et là je trouve que il y a moins cet effet de surprise justement, et quand il y a des surprises, je trouve qu'elles sont vite, qu'elles retombent vite, voilà, tout simplement. Donc une série que j'ai moins aimée, une Funko Pop que j'ai pris en vide-grenier pour 6 €, évidemment il y a la boîte, mais moi je ne laisse pas dans la boîte. Donc voilà, un personnage que j'ai vraiment apprécié lors de cette saison 1. Attention monsieur James Gunn de ne pas tomber trop vite dans tes travers avec tes 10 000 personnages comme ton film Superman, qui m'a laissé assez indifférent en y repensant. Et voilà, de toute façon pour moi c'est une mauvaise idée le DCU, pour moi ça a 20 ans de retard, c'est trop tard, t'auras beau mettre qui tu veux à la tête. J'aurais préféré que DC se concentre sur des projets comme The Batman ou encore le Joker, des projets solo et non pas des projets où tu dois tout connecter. Et par exemple un projet comme Clayface, j'aurais voulu le voir dans un univers sans connexion quelconque, mais évidemment bon, c'est compliqué. Après ça se trouve il y aura que des connexions minimes, ça reste à voir. Donc voilà pour cette petite Funko Pop qui est vraiment jolie, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, une série en demi-teinte, faut voir la suite, qu'est-ce qui nous réserve tout simplement. On enchaîne avec les comics, qui sont nombreux, On a le Flash, la légende de Carmine Infantino, voilà, donc le Flash des années 60, voilà, je dirais. Donc c'est très coloré, hein, donc on est après l'âge d'or. C'est pas le premier Flash, mais c'est le Flash le plus connu puisque c'est Barry Allen. Voilà, c'est celui où tout va être créé. Alors c'est assez redondant. Je l'ai pas fini encore. Le problème de cette époque-là, c'est bon, des histoires déjà qui n'ont aucune continuité des unes des autres. C'est des histoires courtes. Et c'est assez répétitif, assez enfantin, un petit peu trop enfantin par moment à mon goût. Voilà, il va toujours y avoir ces cases où on explique comment Barry Allen, par exemple, sort le costume de sa bague. Il va y avoir régulièrement la blague de sa femme Iris, où elle va lui dire elle va lui dire oh là là, Barry, tu es toujours en retard, dommage que tu ne sois pas Flash, lui il est tout le temps à l'heure. Enfin voilà, il va y avoir des blagues redondantes comme ça. En revanche, c'est quand même d'excellents scénaristes, puisque voilà, c'est eux qui ont inventé par exemple les personnages d'Elaskar. Donc voilà, on peut retrouver par exemple là Captain Cold, on peut retrouver le Maître des Miroirs. On a également les histoires avec, je trouve, qui sont les mieux pour moi, pour le moment, avec Gorilla Grodd, voilà, qui sont juste ici. Les dessins se ressemblent les unes des autres. Et on était après l'âge d'or, et vraiment, ils ont réussi à relancer tout simplement le personnage de Flash, mais aussi les autres personnages d'ici qui commençaient à être en perdition. Donc c'est quand même un monument, on va dire, hein. C'est agréable quand même de voir comment justement des personnages comme Captain Cold, les Lascar en général, etc. ont été créés. Et donc voilà. Mais c'est vrai que ça reste quand même minime. D'ailleurs, c'est le premier tome, mais il n'y a jamais eu de tome 2. On a aussi évidemment la création du Kid Flash, voilà, hein, qui va être Wally West plus tard. Et transition trouvée. Je vais enchaîner avec justement, ça peut se lire, hein, je pense en continuité, donc The Flash Chronicles, où justement là on va suivre les aventures de Wally West en particulier. Donc c'est
un livre de Mark Waid, et donc c'est The Flash Chronicles 1992, et il y a aussi le 1993. Alors je ne l'ai pas encore lu, je peux pas vous en dire plus. Bon, lui il est pas en très bon état, comme vous pouvez le voir. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé d'occasion. Lui par contre il est neuf, hein, vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est des comics quand même assez chers, c'est pas compliqué à trouver, mais c'est compliqué à trouver à bas prix. Voilà, tout simplement. Mais un comics de temps en temps. Et je ne sais pas s'il y a un petit peu plus de continuité d'une histoire à une autre, contrairement à celui-ci où c'est vraiment de courtes histoires. À chaque début d'histoire, il y a une finalité. Alors que là, bon, peut-être qu'il y a un peu plus une continuité à travers les épisodes. Ça reste à voir. J'ai hâte de le lire tout simplement. Voilà pour les deux comics Flash, et je vais enchaîner ensuite avec, hop, je pose ça juste là, il m'en manque un, il manque le premier que j'ai dû ranger parce que je l'ai fini tout simplement. Donc il y a les 5 tomes des Green Arrow, c'est de l'époque DC Renaissance. J'ai fini uniquement le premier parce que je suis passé à Flash et je varie un petit peu les plaisirs. D'ailleurs, comme le Arrowverse, un coup je me fais Arrow, enfin voilà, je suis dans l'ordre et donc je varie entre la saison de Arrow et la saison de Flash, c'est plutôt agréable. Là je fais pareil avec les comics tout simplement, même si ça n'a rien à voir, hein, aucun rapport entre les deux. Donc, c'est écrit par Jeff Lemire et c'est dessiné par Andrea Sorrentino. Et vraiment, j'ai apprécié les dessins du premier opus. J'imagine que pour le deuxième, c'est la même chose. Voilà comment il se présente. Vraiment, je kiffe la manière dont c'est dessiné. Et j'ai trouvé l'histoire assez pertinente. Plutôt pas mal, on revient pas forcément sur les origin story, sur l'origin story de Oliver Queen. On comprend que c'est quelqu'un de naufragé, etc. Et on comprend que son père a un passé et il va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Je ne sais pas encore où ça va aller, je sais qu'on m'a dit que ça baissait en qualité au fur et à mesure que on avance dans les tomes. C'est un petit peu dommage parce que je trouve vraiment que le tome 1 vaut véritablement le détour. Donc si ça vous intéresse, achetez simplement le tome 1. Vous verrez que c'est un petit banger, ne serait-ce que pour les dessins de Sorrentino, vraiment qui sont très adultes, très modernes, comme je les adore en fait, hein, tout simplement. Et puis ça correspond vraiment bien, je trouve, au personnage de Green Arrow, d'Oliver Queen, où on est dans un monde assez mafieux, on va dire, entre guillemets, même s'il y a un côté fantastique qui se met en place dans le premier tome, mais je trouve que ça reste assez terre à terre, un petit peu comme Batman, finalement. Et c'est peut-être pour ça que Green Arrow est un des personnages d'ici que j'apprécie le plus, parce que ça reste ancré dans une certaine réalité, quelque part. Donc voilà. Voilà pour les comics de Green Arrow, qui sont au nombre de 5 en tout, hein, c'est la saga complète, que vous pouvez retrouver également, je les ai trouvés en individuel pour pas trop cher, que vous pouvez retrouver en édition intégrale. Il y a 2 tomes intégrales que vous pouvez retrouver neufs pour une trentaine d'euros. Voilà. On enchaîne ensuite avec les achats vide-grenier. Qui sont juste là, qui sont des DVD. C'est que des DVD. Donc on a ce dernier, donc un coffret Francis Weber, voilà, avec la doublure, le dîner de con et le placard. Je l'ai pris parce que il y avait justement le dîner de con, j'ai chopé 1 euro, c'était neuf. J'avais jamais vu la doublure ni le placard. J'ai pas spécialement aimé le placard. Avec Thierry Lhermitte, Gérard Depardieu, j'ai trouvé ça un petit peu trop beauf, voilà. Bon, j'ai pas vraiment apprécié. En revanche, la doublure, et il est vrai que je me suis surpris à plutôt m'amuser avec c'est encore avec d'ailleurs Daniel Auteuil, hein, je crois que comme dans le placard, et avec Gad Elmaleh notamment, qui est un film que j'ai plutôt apprécié. Évidemment, Le Dîner de con est un classique que je peux revoir et revoir et revoir, qui est passé d'ailleurs dernièrement à la télé, et vraiment qui est très très drôle, et c'est très très fin, c'est très très bien écrit. Donc voilà pour ce petit coffret avec quelques petites découvertes. C'est vrai que le placard, c'est pas forcément un film que je reverrai, alors que la doublure, c'est un film qui peut se regarder sans problème, qui est assez rigolo.
c'est pas une catastrophe le placard, mais ça m'a moins fait rire tout simplement que la doublure. Et puis bah le dîner de con, c'est un banger tout simplement. Voilà. On enchaîne ensuite avec des films d'animation trouvés pour 2 euros les 3. On a la saison 1 de Minuscule, donc qui est une série, il me semble, dont j'ai entendu énormément de bien. Je vais pas pouvoir développer plus que ça. Il me semble que c'est dénué de paroles, mais j'en ai entendu beaucoup de bons retours. Et on a du coup Minuscule, la vallée des fourmis, qui est là le film qui a été adapté au cinéma. Et je crois qu'il y en a plusieurs, donc je sais pas si c'est le premier ou le deuxième. En tout cas, bon, je me le suis procuré. Et ensuite, bah, j'ai complété la collection Pixar, même si je préfère me choper les Blu-ray. Il est vrai que j'avais pas les courts-métrages, d'ailleurs je me les suis matés. C'est toujours un véritable plaisir de voir bah, les premiers courts-métrages Pixar, parce qu'il y a même les courts-métrages avant Toy Story, notamment, comment il s'appelle, Teen Toy, voilà, les aventures d'André et Walibi et Luxo Junior. On voit vraiment que c'est leur début et qu'ils testent en fait. On sent que c'est plus des courts-métrages tests pour montrer ce qu'ils savent faire, etc. Alors que par la suite, on sent que, ben voilà, ils maîtrisent leur sujet, etc. C'est de véritables courts-métrages. Alors que, dans un premier temps, on sent que c'est de véritables tests pour eux. Et d'ailleurs, il y a pas mal de bonus. Et on peut aussi regarder les courts-métrages avec l'audio description. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà. Et il me semble qu'il y a plusieurs volumes. Hein. Il doit y avoir tous les volumes avec tous les courts-métrages Pixar. Et pour la petite anecdote, pour les plus jeunes, à l'époque, les courts-métrages Pixar, on ne les retrouvait pas sur plateforme Disney+, ou sur les DVD. Enfin, on les retrouvait sur les DVD évidemment, mais on les retrouvait aussi avant, bah, tout simplement pendant les pubs. Entre les bandes annonces et les très peu de pubs qu'on avait, on avait bah, le court-métrage Pixar. C'était tellement agréable. Une époque dont j'aimerais retourner, voilà, tout simplement. J'enchaîne ensuite avec une série que je voulais me procurer depuis longtemps. Alors j'aurais préféré qu'elle soit en Blu-ray, mais bon, je vais pas me plaindre. J'ai dû choper ça pour 1 euro. C'est Band of Brothers et The Pacific, donc une série produite par Steven Spielberg et par Tom Hanks, qui fait continuité évidemment avec Il faut sauver le soldat Ryan. Il me semble que c'est entrecoupé de personnages qui racontent, donc c'est voilà, c'est entrecoupé de faits historiques par des personnes qui ont vécu la guerre, il me semble. Donc voilà, en tout cas les 2 séries sont très très bien notées et il y a d'excellents retours, donc j'ai hâte de découvrir ça. C'est pas une suite à Il faut sauver le soldat Ryan, attention, mais c'est une continuité, on va dire, hein, voilà, qui développe peut-être d'une manière un peu plus réaliste, parce que bon, c'est pas une histoire vraie, il me semble, Il faut sauver le soldat Ryan. Donc là, c'est peut-être un peu plus vrai. Un magnifique coffret, hein, d'ailleurs, que je peux ouvrir. Voilà, qui se présente comme ceci, avec à l'intérieur les deux séries. Donc voilà, un coffret complet, vraiment magnifique, avec, ça c'est quoi d'ailleurs ? Le petit livret bonus avec les maps, les posters, donc voilà, il y a même les posters, donc c'est complet de chez complet pour ce coffret que j'ai chopé à peut-être 1 euro, donc voilà. Voilà pour les achats de vide-grenier, et on enchaîne avec du 4K pour finir avec Aquaman et le Royaume perdu. 4K que j'ai dû choper sur le Bon Coin pour compléter la collection d'ici. Bon, je l'ai revu. Il est vrai que quand même, je trouve que c'est moins imaginatif. J'ai l'impression que, bizarrement, James Wan est un petit peu plus cadenassé. Alors, en plus, c'était tourné, hein, c'est le dernier film du DCEU tourné, et voilà, il y avait déjà beaucoup de montage et de découpage, etc. fait, hein. C'est à l'époque de The Flash, tout ça, où les films étaient remontés parce qu'il fallait supprimer tout ce qui était avec Snyder. Enfin, bref, ça a été tout un bordel, et on sent quand même un film qui lâche beaucoup moins les rênes, hein. Je rappelle que quand même Aquaman, c'est vraiment un film que je peux regarder sans problème, qui a énormément de références. Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux, c'est un film qui se vaut épique, drôle
drôle par moment, qui va même basculer à un moment donné dans l'horreur pure et dure comme le sait le faire James Wan. Donc c'est un film vraiment généreux, une aventure tout simplement qui se regarde sans problème. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un film d'aventure qui passe vraiment très très bien. Et on sent que James Wan a tout simplement carte blanche. Alors que là, vraiment, j'ai l'impression que c'est quand même tout l'inverse. J'ai l'impression que le film est vraiment cadenassé, et j'avais pas eu cette impression-là la première fois que je l'ai vu au ciné. Maintenant, je me rends compte quand même que c'est pas le haut du palier du DCU, et pourtant, il n'est pas très haut, ce panier. Donc voilà, bon, ça complète la collection. C'est un film que je reverrai quand même. C'est pas non plus le bas du DCU, pardon, mais voilà, ça fait vraiment pas partie du haut. Donc voilà. Puis bon, j'aime bien Jason Momoa, hein, mais ouais, je sais pas, voilà, je trouve que ce film, je sens que la production y a mis ses pattes. Et on enchaîne et on finira par deux film acheté sous blister, voilà. L'amour ouf, vraiment un film qu'on a kiffé avec ma chérie, que j'avais toujours pas dans la collection, l'un des meilleurs films de l'année dernière, de Gilles Lelouch, dont je préfère, il me semble, la première partie, donc quand ils sont enfants, que la deuxième. La première partie, vraiment les acteurs, mais ils sont excellents. La deuxième aussi, mais vraiment, c'est la partie qui m'a le plus marqué. Film de 3 heures, Alain Chabat en plus est exceptionnel dans ce rôle de daron. Enfin, tous les acteurs sont bons. Gilles Lelouch s'en donne à cœur joie. Voilà, je parlais de lâcher les rênes, et ben là, il essaye plein de choses en termes de mise en scène, de réal et tout ça. C'est un film d'amour comme vous n'en avez jamais vu. Voilà, tout simplement, c'est l'amour ouf, et donc j'ai hâte de le revoir. Donc chopé à 15€, 4,99€. Et le Cercle Rouge de monsieur Jean-Pierre Melville. Pourquoi ? Parce que j'avais envie un petit peu de développer ma filmographie FR qui est très 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 faible, et donc j'ai vu Le Samouraï sur Netflix, et je me suis pris une petite claque. Alors en fait, pour la véritable histoire, c'est que j'étais à une séance avec John Woo, donc voilà, le réalisateur John Woo, pour le Festival Lumière, une séance du film À toute épreuve, découverte pour moi absolue. Et donc je regarde ce film, je me prends une claque dans la gueule, un aller-retour, mais alors véridique. Et ce monsieur arrive, hein, ce papy John Woo, voilà, respect à lui, nous parle pendant, je sais pas, 40 minutes, c'est incroyable, quoi, il nous raconte des anecdotes, et nous dit que Jean-Pierre Melville a été une véritable inspiration, et notamment Le Samouraï. Chose que j'ai trouvé complètement dingue, parce que c'est pas la première fois qu'un réalisateur asiatique, donc là en l'occurrence hongkongais, mais j'ai entendu aussi des réalisateurs sud-coréens, beaucoup de réalisateurs sud-coréens, citer Le Samouraï. Et à un moment donné, je me suis dit, non mais c'est pas possible, il faut que je vois ce film, je suis français, j'ai pas vu ce film, alors que tous les réalisateurs le citent, quoi. Et c'est vrai que j'ai kiffé, vraiment, Alain Delon, les plans, la photo, ce personnage vraiment mystérieux, qui ne parle pas vraiment, qui va vraiment avoir une prestance, voilà, enfin bref, j'ai adoré, et donc ça m'a donné envie d'en découvrir un petit peu plus sur Jean-Pierre Melville, qui a fait a priori quand même pas mal de petits chefs-d'œuvre, et donc je pense qu'un de ces quatre, je me procurerai en 4K quand même le Samouraï et la reste de sa filmographie. Donc j'ai commencé par Le Cercle Rouge, parce que voilà, c'est quand même pas la même qualité en streaming sur Netflix, même si ça reste quand même, voilà, le film est de très bonne augure, même sur Netflix, mais vraiment, donc voilà. Et donc je vais pouvoir découvrir Le Cercle Rouge, et j'espère en découvrir bien d'autres prochainement, parce que c'est vraiment quand même pour moi dans ma filmo, mais c'est jamais trop tard pour voir un film, et ne gueulez jamais sur des gens qui vous disent j'ai pas vu ce film, ne dites pas quoi, t'as pas vu ce film, non, c'est plutôt oh la chance, tu n'as pas vu ce film, tu vas le découvrir, tu vas te prendre une véritable claque, voilà, tout simplement. Pour ce bilan achat, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, vous, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté. Likez, partagez, abonnez-vous, et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.